Bonjour à toutes et à tous. Dans une vidéo précédente, on a vu comment on pouvait mettre en place une interruption pour pouvoir gérer l'appui sur un bouton poussoir. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de pénétrer un peu plus au cœur de la Tmega 328P, donc un représentant de la famille AVR, pour voir comment les interruptions sont traitées. Alors on illustrera ça également avec un petit peu de résultats de code compilé qui permettront en particulier, de comprendre ce qui se passe au niveau de Attach Interrupt. Alors, cet Atmega 328P, il dispose de 26 sources d'interruption avec des priorités différentes. Vous pouvez remarquer qu'il y a certaines sources qui appartiennent à un même périphérique. Ce sont des sources différentes d'un même périphérique. Également, il est important de remarquer que ces différentes sources ont des niveaux de priorité différents. La source de reset, c'est la source du plus haut niveau de priorité, c'est la source numéro 1. Plus le numéro de source est petit, plus la source est prioritaire. La source la moins prioritaire, c'est la source 26 qui concerne le stockage d'une information dans les mémoires flash de programme. Alors, on s'intéresse maintenant à l'autorisation de ces interruptions. Alors, l'autorisation des interruptions, ça passe par deux étapes. D'abord, une première étape qui est l'autorisation globale des interruptions. On dispose d'un registre qui s'appelle le registre sreg. Ce registre sreg, c'est ce qu'on appelle le registre d'état du microcontrôleur. Alors, dans tous les microcontrôleurs, tous les processeurs, on dispose toujours d'un registre d'état. Il ne s'appelle pas forcément sreg à chaque fois, mais en tout cas, il y a toujours un registre d'état. Alors, de ce registre d'état, on trouve un certain nombre d'éléments. En particulier, on trouve tous les indicateurs qui sont issus des résultats de calcul. Le Z, par exemple, c'est le résultat du calcul, d'un calcul qui a mené à un résultat nul. Alors, je ne vais pas détailler l'ensemble des éléments de sreg, mais celui qui m'intéresse, c'est le I qui se trouve ici, qui correspond en fait à l'autorisation globale des interruptions. S'il est à 1, les interruptions sont globalement autorisées. S'il est à 0, elles sont interdites. Elles ne seront donc pas prises en charge. Alors, il existe des fonctions Arduino pour pouvoir gérer l'autorisation globale des interruptions. Pour autoriser les interruptions, on utilisera la fonction SEI. Donc c'est un set interrupt. Pour les interdire, on utilisera CLI. Alors maintenant, on s'intéresse à l'autorisation locale pour chacune des sources d'interruption. Alors un exemple ici, pour chaque source d'interruption, on dispose d'un bit qui permettra d'autoriser ou non cette source d'interruption. Si on considère les sources int0 et int1 qui correspondent aux broches Arduino 2 et 3 dans le cas de l'Arduino Uno, eh bien, chacune de ces sources dispose d'un bit pour autoriser ou non la source. Donc ici int0, c'est pour autoriser les interruptions pour la broche Arduino numéro 2. Donc si le bit est à 1, on autorise l'interruption. S'il est à 0, on interdit l'interruption. On a également un indicateur d'interruption par source d'interruption. Lorsque vous déclenchez le phénomène d'interruption, lorsque par exemple vous avez programmé int0 pour fonctionner en mode d'interruption, eh bien s'il y a un front montant, un front descendant, ou les deux en fonction de ce que vous avez configuré, le drapeau associé sera positionné à 1. Donc ici, l'indicateur pour int0, c'est intf0, qui va donc préciser que le périphérique est en situation de demander une interruption. Cette demande, elle sera effective si on a à la fois l'autorisation et la demande effectuée par le périphérique, la situation qui correspond à une demande. Tout ça, ça aboutit à la demande d'interruption par le périphérique. Je vous rappelle que pour être traité, cela nécessite qu'elles soient également autorisées d'une façon globale, ces interruptions. Donc au niveau du contrôleur d'interruption, on trouve finalement le même dispositif pour chacune des sources d'interruption. Alors je n'ai pas fait apparaître le reset ici. Donc ici, ce qui correspond à int0 que l'on vient de voir, int1 qui est donc
le signal d'interruption issu de la broche numéro 3 en Arduino. J'ai représenté également par exemple ce qui correspond au chien de garde, avec ici le Watchdog Timeout Interrupt, donc qui doit être autorisé par le bit WDIE et qui se signale par l'intermédiaire du bit d'indicateur WDIF. Alors on fait la synthèse de tout ça avec le contrôleur et encodeur de priorité, puisque je vous rappelle, ces différentes sources ont un ordre de priorité. Je les ai d'ailleurs représentées dans l'ordre de priorité. La plus prioritaire ici, c'est 1 de 0 sur l'ensemble de celles qui apparaissent. Et à partir de ça, le contrôleur nous fournit un bit pour préciser qu'il y a une demande d'interruption et le vecteur d'interruption correspondant. On va voir après à quoi correspondent ces vecteurs d'interruption. Bien sûr, pour que la prise en charge de l'interruption se fasse vraiment par le processeur, il faut que les interruptions aient été autorisées globalement au niveau de SREG, on en a déjà parlé, et donc on a un et logique qui apparaît à nouveau ici pour vérifier, filtrer le fait qu'il faut avoir également SREG bit i égale à 1. Bien, tout cela, ça lance la procédure d'interruption au niveau du processeur. Alors, à chacune de ces sources d'interruption correspond ce qu'on appelle un vecteur d'interruption. Alors ces vecteurs d'interruption, ce sont en fait des emplacements dans la mémoire programme qui vont être utilisés pour pouvoir effectuer un saut vers la fonction d'interruption. Alors ici par exemple, un petit résultat de déassemblage, à l'adresse 0, on a le vecteur du reset. Et ce vecteur de reset, eh bien, il aboutit à ce que le processeur effectue un jump, un saut, ailleurs dans le programme, à un endroit où il aura toute la place nécessaire pour pouvoir traiter le résultat d'un reset. Le 1 de 0 apparaît ici, et à nouveau, on trouve un jump qui va permettre effectivement de lancer une fonction plus détaillée, qui tient sur effectivement plus que 4 octets, pour pouvoir traiter la demande d'interruption de 1 de 0. Alors, le mécanisme d'interruption avec Arduino maintenant. On regarde ce que fait d'abord Attach Interrupt. Cette fonction Attach Interrupt, on a vu dans la précédente vidéo qui avait trait aux interruptions. Et ici, j'ai représenté la mémoire programme et ici la RAM. Donc, on s'intéresse à ce qui se passe au moment où on arrive sur le Attach Interrupt, ici qui se trouve dans la fonction Setup d'un programme Arduino en général. Donc au moment où on arrive sur Attach Interrupt, on a fourni ISR-BP qui est typiquement la fonction d'interruption que l'on va associer à Attach Interrupt. Cette fonction, elle se trouve à une certaine adresse dans la mémoire. Adresse ici 360 en hexadécimal. Attach Interrupt va venir stocker cette valeur au tout début de la RAM. Donc cette valeur stockée par Attach Interrupt, c'est en fait en hexadécimal 1B0 que si on le multiplie par 2, donne en fait les 360 qui correspondent à l'adresse ici de ISR-BP. Donc ça, c'est ce que fait Attach Interrupt. Alors on verra d'autres choses qui sont effectivement réalisées par Attach Interrupt. Attach Interrupt va également autoriser les interruptions sur la source concernée. Ensuite, le mécanisme d'interruption à proprement parler. On va considérer qu'à un moment donné, on est dans le programme principal et il y a une source d'interruption qui correspond donc à int 0. On a par exemple appuyé sur un bouton poussoir et cela a généré le signal d'interruption. À partir du moment où le signal d'interruption apparaît, que les interruptions sont autorisées globalement, que cette source d'interruption est également autorisée, le processeur reçoit la demande avec le vecteur concerné. Il sauvegarde son contexte. Alors son contexte, qu'est-ce que c'est? C'est l'adresse de ce point-là. Parce que je vais avoir besoin de pouvoir y revenir sur ce point-là pour que le programme principal puisse se poursuivre. Et puisqu'on a récupéré le vecteur d'interruption, on l'a vu tout à l'heure avec le contrôleur et encodeur de priorité, on va donc à l'adresse correspondante. À cette adresse, on trouve un saut vers la fonction d'interruption.
Donc cette fonction d'interruption, ce n'est pas tout de suite ISRBP, ce n'est pas tout de suite notre fonction d'interruption utilisateur. C'est en fait un code qui va permettre l'appel de notre fonction d'interruption. Donc que j'ai appelé itInt0. Donc on saute sur itInt0. Alors on le verra tout à l'heure, hein, quand on va désassembler, ça se trouve à l'adresse 550. Et là, dans cette fonction, on effectue la sauvegarde de tous les registres importants, dont le registre de statut sreg. Et à partir de là, on va aller chercher dans la RAM le vecteur de notre interruption utilisateur, de notre fonction utilisateur pour traiter l'interruption. Évidemment, à partir du moment où on dispose de cette valeur, on peut maintenant lancer la fonction correspondante, donc avec un appel de sous-programme. Donc cette fonction effectue le travail qu'il y a à faire. On revient à l'endroit de l'appel, on restitue l'intégralité des registres qui sont utilisés habituellement par le compilateur, des registres du microcontrôleur. On restitue également sreg. Alors à noter une chose, hein, c'est que pendant tout ce processus d'interruption, les interruptions sont désactivées. Ça veut dire que le bit i de sreg est mis à 0. L'utilisateur peut, s'il le souhaite, les réactiver de façon à ce que on puisse avoir un processus réentrant d'interruption pendant le traitement d'une interruption. Mais ce n'est pas automatique. Bien, ça se termine. On a un ret_i à l'issue de cette fonction d'interruption, et ret_i, ça correspond au retour d'interruption. C'est ce qui permet au processeur de savoir qu'il faut aller récupérer le contexte qui avait été sauvegardé dans la pile. Une fois qu'on a récupéré le contexte, sauvegardé dans la pile, le registre PC, qui est le compteur de programme, reprend sa valeur pour pouvoir continuer ce qui se trouvait dans le programme principal. Donc là, on a vu finalement tout le processus d'interruption avec la couche supplémentaire qu'ajoute Arduino, qui consiste à avoir cette table d'interruption dans la mémoire RAM pour pouvoir accéder à la fonction utilisateur. Alors je vous propose de regarder tout ça directement dans le code qui a été compilé. Donc ici, j'ai montré dans une vidéo précédente comment on pouvait configurer Platform.io pour obtenir le résultat compilé d'un programme. Alors on va revenir au tout début. Et ici, au tout début du résultat compilé, on obtient à l'adresse 0 ici, la table des vecteurs d'interruption. Ce qui correspond à int0, c'est ce jump 0x550 en hexadécimal. Alors pour rappel, ça correspond aux 550 qu'on avait ici. Donc quand on entre en interruption, hop, le processeur va directement sur ce jump 550 qui correspond au vecteur d'interruption de int0, c'est-à-dire la broche Arduino numéro 2. Alors, allons voir en 550 ce qu'on y trouve. Et en 550, voilà ce qu'on trouve. On trouve le traitement donc de la source d'interruption 0. Et là, effectivement, vous pouvez voir ce qui correspond à toutes les sauvegardes qui sont effectuées par cette fonction d'interruption. On sauvegarde donc le registre R1. Alors il y a 32 registres sur le cœur AVR, les registres R0 jusqu'à R31. Donc ça, ce sont vraiment les registres de calcul du processeur. Donc ils sont sauvegardés, tous ces registres, avec la fonction push. Cette instruction push, c'est l'instruction qui permet la sauvegarde d'un élément dans la pile. Ici, une petite particularité, c'est ce qui correspond au registre sreg. Alors le registre sreg, c'est un registre du microcontrôleur. Et là, je ne parle pas des registres du processeur qui sont R0 et R31. Et ce registre du microcontrôleur, sreg, se trouve à l'adresse 3F. On le sauvegarde dans R0 et ce R0, on le sauvegarde dans la pile. Bon, je passe sur la sauvegarde des différents registres importants. On peut constater qu'on ne sauvegarde pas tous les registres. Ils ne sont pas tous utilisés par le compilateur, manifestement. Ici, on va maintenant récupérer ce qui se trouve à l'adresse 0100.
Et je vous rappelle qu'à l'adresse 0100, on trouve ce qui correspond au vecteur de notre interruption utilisateur, qui a été sauvegardé par attache interrupt, je le montrerai tout à l'heure. Donc, on charge ces deux valeurs, les deux octets correspondants dans R30 et R31. La concaténation de R31 et R30 permet de constituer un vecteur, et ce vecteur, on va l'appeler grâce à la fonction eCall, qui est donc un appel de sous-programme avec la fourniture d'une adresse indirecte au travers de R30 et R31. Donc ça provoque l'appel de ce qui se trouve donc être pointé par 0100. Alors je vous rappelle que ce qui était pointé par 0100, c'est le 360. Donc je vais remonter en 360. Hop. Alors on va remonter en 360. Voilà. Et donc en 360, bah, effectivement, on trouve l'interruption utilisateur. Et là, on y effectue nos calculs. Donc dans le cas de ce programme, il s'agissait de traiter donc l'interruption du bouton poussoir et de les comptabiliser, ces interruptions. Donc comptabiliser les interruptions dans compteur BP. Effectivement, on voit ici qu'on va aller chercher dans la mémoire la variable compteur BP. Alors c'est un entier, donc sur 16 bits. Il faut 2 registres 8 bits du microcontrôleur pour pouvoir traiter le calcul. Donc on récupère les 2 bits correspondants, poids faible, poids fort. On ajoute 1 et on sauvegarde le résultat dans l'emplacement réservé pour la variable compteur BP. Bon, on ne va pas rentrer davantage dans les détails. On voit qu'on termine par un RET par contre ici. Un RET unique. Ce n'est pas un RET-I, puisque le RET-I, il apparaît en fait dans la fonction 1 de 0 qui traite l'interruption. Voilà, ici. Et donc on retourne sur ce point-là. Alors on retourne sur ce point-là. On dépile tous les registres qui avaient préalablement été sauvegardés. On dépile également ce qui correspond à sreg et on restitue la valeur de sreg avec ce out, donc 3f,r0. Enfin, on dépile R0, R1 et là on a le retour d'interruption dont je vous ai parlé tout à l'heure ici, qui permet de retourner, donc continuer le processus du programme principal. Alors, un petit aperçu de ce qui se passe au niveau du attache interrupt. Voilà, l'appel de attache interrupt aboutit à ceci. Dans R24, on va faire un stockage immédiat, on va mettre la valeur B0. Dans R25, on va mettre la valeur 0,1. Ce qui constitue globalement sur 16 bits la valeur 0,1B0. Et ce 0,1B0, le voici, c'est ce qui correspond en fait, lorsqu'on le double, à 0x360, qui est l'adresse de la fonction d'interruption utilisateur. On stocke ces deux valeurs dans la RAM, au premier emplacement de la RAM, qui se trouve en fait en 0,100. Enfin, voilà ce qu'on trouve. On va trouver ici ce qui correspond à l'autorisation des interruptions. Alors là, ce n'est pas tout de suite l'autorisation des interruptions. Dans un premier temps, ce qu'on trouve, c'est la configuration donc de la broche, savoir si on veut faire un déclenchement d'interruption sur un front descendant, sur un front montant ou sur les deux. Donc c'est ce qu'on traite dans cette partie-là. Et enfin ici, on règle l'autorisation des interruptions. On autorise l'interruption 1 de 0. Vous voyez, on a une opération de mise à 1 tout à fait classique pour pouvoir pour pouvoir autoriser les interruptions. Et on retrouve d'ailleurs le registre EIMSK qu'on a vu tout à l'heure avec son bit 1 de 0 que l'on va positionner à 1 pour autoriser les interruptions. Alors le 0 ici, c'est le numéro du bit dans le registre, et le SBI, c'est un 7 bits. Donc 7 bits immédiate. Voilà. Donc pour le registre UMSK qui se trouve à l'adresse 1D des registres.
Voilà, c'est la fin de cette explication relativement détaillée sur le mécanisme de fonctionnement des interruptions pour l'ATmega 328. Donc globalement pour les AVR. Alors si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, je vous rappelle qu'il est important de mettre un pouce bleu. Merci à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et puis si vous voulez contribuer à mon travail, vous pouvez faire un don sur PayPal. J'utilise ces dons par exemple pour faire fabriquer des PCB pour mes étudiants lorsque les projets nécessitent un PCB un petit peu plus pointu que ce qu'on fait localement à l'IUT. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.